À Madagascar, la capitale Antananarivo bascule dans le camp du président Andry Rajoelina. C'est à l'issue des élections municipales. La ville était contrôlée par l'opposition depuis 2015. Ce drame en Tunisie, un accident de bus a coûté la vie à au moins 26 personnes. Le président de la République et son premier ministre se sont rendus sur les lieux. Les Tunisiens se disent consternés. Et puis, la colère des femmes en Inde après le viol collectif et le meurtre d'une jeune dame. Elles ont assiégé le commissariat où étaient gardés les suspects. La police a fait appel au renfort pour contenir la foule. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. L'opposition ne contrôle plus la capitale Antananarivo à Madagascar. La ville est tombée dans les mains du président Andry Rajoelina. C'était à l'issue des élections municipales du 27 novembre dernier. Les détails dans ce reportage. Selon les résultats des élections municipales du 27 novembre, publiés ce lundi par la commission électorale malgache, le candidat du pouvoir en place a obtenu 48,94% des suffrages, passant devant celui de la formation politique Team, qui dirigeait Antananarivo depuis 2015. Le camp du président malgache Andry Rajoelina, qui dirige le pays depuis début 2019, après l'avoir emporté au second tour devant son rival de toujours, Mak Ravalomanana, prend ainsi le contrôle de la capitale. Le parti Team de Mak Ravalomanana, ancien chef de l'État et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle de 2018, a présenté un inconnu du public, Rina Randria Massinoro, au municipal cette année. La mairesse sortante, Lalo Ravalomanana, épouse de Mak Ravalomanana, n'avait pas souhaité briguer un second mandat. Le vainqueur, Naina Andria Tito Aina, homme d'affaires et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Rajoelina, avait quitté son poste ministériel pour pouvoir se présenter aux élections du 27 novembre. Les municipales ont été marquées par un fort taux d'abstention dans la capitale. Selon les chiffres de la commission électorale, moins d'un quart des électeurs d'Antananarivo se sont rendus aux urnes. Les résultats des autres grandes municipalités du pays n'ont pas encore été publiés. Au Niger, à présent, le mouvement national pour la société du développement a dénoncé des cas de fraude d'enrôlement des électeurs. Le parti affirme détenir plusieurs preuves dans plusieurs régions du pays. Voici les précisions à travers cet élément. Dans une lettre en date du 29 novembre dernier et signée de son président Séni Oumarou, le mouvement national pour la société du développement alerte la CENI sur des cas de fraude d'enrôlement biométrique des électeurs. Enrôlement qui a débuté au mois d'octobre dernier dans la perspective des élections locales et présidentielles de 2020. L'ancien parti unique, passé dans l'opposition, mais aussi membre de la majorité, dit détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Dans la région d'Agadez, des non-nigériens auraient été irrégulièrement enrôlés. Idem dans la région de Tillabéri, dans une commune au moins, des livrets de famille pour étrangers auraient été utilisés à tort pour enrôler plusieurs personnes. D'autres cas de fraude ont été constatés dans la région de Difa, selon le document envoyé à la CENI. Pour l'heure, le mouvement national pour la société du développement se refuse de pointer la responsabilité d'un quelconque parti dans ces fraudes. Il s'agit le plus souvent d'acteurs implantés localement qui cherchent à gonfler le nombre d'électeurs dans plusieurs communes pour leur propre intérêt, a précisé le chargé des élections au sein du parti Haruna Moussa. Le MNSD appelle la CENI à présenter toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un fichier électoral correct, sincère et crédible. Face à ces accusations, la CENI n'a encore fait aucun commentaire pour l'instant. Jointe au téléphone, son président a su être absent de la capitale et n'a donc pas encore pu consulter la lettre du parti dénonciateur. Au Togo, on note une affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. Dans le but de permettre aux retardataires de se faire enregistrer, la CENI a décidé de proroger les opérations de révision des listes électorales. Commencé vendredi dernier pour doter le Togo d'un nouveau fichier électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020, les opérations de révision des listes électorales vont se poursuivre jusqu'à 16h ce lundi. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'explique par l'affluence qui est devenue plus importante ce dimanche à l'approche de la fermeture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales.
En fin de journée ce dimanche, au moment de la fermeture des bureaux au lycée de Baie-Plage, il y a encore des demandeurs à s'inscrire. Depuis vendredi, le nombre total est de 183 personnes. La révision concernait ceux qui venaient d'avoir l'âge de voter, 18 ans, ceux qui avaient perdu leur carte ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. C'est timidement que toutes ces personnes ont répondu au dernier moment. Ces opérations permettront d'actualiser le fichier électoral national existant, comportant un peu plus de 3 millions d'électeurs qui avaient servi pour des élections législatives de décembre 2018. Pour la première fois, les Togolais à l'étranger voteront lors de l'élection présidentielle prévue entre le 19 février et le 5 mars 2020, mais seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, au Maroc, au Nigeria et en République démocratique du Congo, où sont créées des commissions électorales d'ambassade indépendantes, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ayassor Tchambakou. À quelques mois du scrutin présidentiel, une dizaine de candidats, dont des leaders d'opposition et des indépendants, se sont déclarés pour affronter dans les urnes le président sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Face à de nombreux défis. L'Institut régional de la santé publique CISAUIDA au Bénin accueille depuis ce lundi les 4e journées scientifiques du CAMES. C'est pour cette édition. Le thème est retenu à citation « Valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique ». Il sera question de réfléchir pour mettre la science au profit du développement. Des centaines d'enseignants-chercheurs et de scientifiques de divers domaines venus des universités de plusieurs pays d'Afrique et du monde prennent part aux 4e journées scientifiques du CAMES. Au menu de ce rendez-vous, des thématiques liées à la santé, au changement climatique, à l'alimentation, entre autres. Pour les personnes qui ne comprennent toujours pas l'opportunité de telles journées, il importe de rappeler que les JSDC ont été créés en 2012 avec une première édition lancée en 2013 à l'université Félix Houphouët-Boigny. La jeunesse évidente de ce programme peut à certains égards constituer un facteur de blocage pour quiconque le découvre pour la première fois et ne prend pas la peine d'en saisir la portée qui, au fond, doit interpeller et engager tout chercheur conscient du rôle actif qu'il se doit d'assumer seul et collectivement en vue de participer utilement et spécifiquement à l'amélioration de notre société à travers le savoir. Les présentes journées scientifiques du CAMES traitent de la valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique. Vous comprenez, chers collègues, que la valorisation des résultats de recherche est essentielle dans l'accélération du développement économique de l'Afrique en général et de nos pays respectifs en particulier. C'est la raison pour laquelle les autorités ayant à charge de la recherche scientifique et la mise à profit de leurs résultats en font un levier de développement. Pendant longtemps, les chercheurs en Afrique en général et dans les pays francophones en particulier se sont focalisés sur la contribution qu'ils peuvent apporter à la production de connaissances théoriques à mettre à la disposition de l'humanité pour faire face aux défis de développement. Les 4e journées scientifiques du CAMES vous réunissent à Ouida pendant 4 jours pour partager vos expériences respectives dans les secteurs de la recherche et de l'innovation et de mettre en place une stratégie performante de valorisation des résultats. Les panels que vous avez... 4 jours serviront à échanger les expériences et à réfléchir à une utilisation rentable des résultats de recherche pour un développement durable. En République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés ce lundi à Bénin, dans l'est du pays. C'était lors d'une nouvelle protestation contre les Casses-Bleus. Un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés lors d'une nouvelle action de protestation contre les casques bleus ce lundi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le corps de la victime, un jeune homme, a été conduit par des dizaines de manifestants vers l'hôpital de Béni, où sa mort par balle a été confirmée.
Toute la matinée, la police et l'armée ont procédé à des tirs de sommation à balles réelles pour tenter de disperser des dizaines de manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la mission des Nations Unies au Congo. Manifestants et organisateurs dénoncent les massacres de plus de 100 civils dans la région de Béni en un mois. Ils accusent les casques bleus présents dans la région et les autorités congolaises d'assister passivement à ces massacres attribués aux groupes armés d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. Au moins 8 manifestants ont été tués depuis le 23 novembre dernier dans des rassemblements à Béni et la ville voisine de Butembo. La MONUSCO a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'un d'entre eux après un face-à-face avec des casques bleus malawites mardi à Béni. À l'appel des organisations de la société civile, une grève générale a été également observée ce lundi à Béni, où aucun magasin n'a ouvert et toutes les activités sont paralysées. En Tunisie, à présent, au moins 26 personnes sont mortes dans un accident de bus survenu dimanche dans une région montagneuse prisée des touristes locaux. Un drame de la route qui constitue l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. Le président Kais Saied et puis le Premier ministre sortant se sont rendus sur les lieux du drame. L'accident de bus est survenu dimanche dans une région montagneuse tunisienne prisée des touristes locaux. Selon un bilan encore provisoire, le ministère de la Santé a fait état de 24 morts et 18 blessés, des victimes qui sont toutes de nationalité tunisienne. Au total, 43 personnes se trouvaient à bord de ce véhicule qui est tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière de fer. Les victimes avaient entre 20 et 30 ans. L'ensemble des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la zone. Selon le ministère de l'Intérieur, le bus en provenance de Tunis et à destination d'Ain Draham est sorti de la route dans la région d'Ain Sunoussi. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, mais le ministère tunisien du Tourisme, qui évoque un accident malheureux dans une zone difficile, a indiqué que le bus est sorti de la route et a chuté dans un mauvais virage. Les premières images de l'accident et son lourd bilan ont suscité l'effroi et des critiques à l'égard du gouvernement. Des internautes indignés ont manifesté leur colère après cette catastrophe nationale, dénonçant les routes de la mort en Tunisie. Il faut dire que le président Kais Saied et le premier ministre sortant Youssef Chahed se sont aussitôt rendus sur place. Des centaines de personnes ont fait le siège. C'était ce week-end d'un commissariat en Inde où se trouvaient 4 personnes arrêtées pour le viol collectif et le meurtre d'une jeune femme. La dernière en date de ce type d'affaires sordides qui ébranlent régulièrement le pays. Des renforts de la police ont dû intervenir pour tenter de contenir les manifestants. Malgré l'arrestation rapide des 4 suspects, l'affaire a révulsé le pays où les violences sexuelles font régulièrement la une depuis le viol collectif d'une étudiante à bord d'un autobus à New Delhi en 2012 qui avait suscité une indignation internationale. Des manifestations de protestation ont été organisées dans plusieurs villes outre Hyderabad et l'affaire a suscité des dizaines de milliers de commentaires sur Twitter. Parallèlement, des policiers ont repoussé à coups de bâton une foule venue se rassembler devant le bâtiment d'Hyderabad où la jeune vétérinaire âgée de 27 ans aurait été suppliciée et son corps brûlé. Selon la police, la jeune vétérinaire avait été enlevée mercredi soir au moment où elle reprenait son scooter. Les 4 hommes auraient crevé l'un des pneus de son scooter en son absence, puis lui auraient proposé leur aide à son retour. La victime a appelé sa sœur cadette pour lui expliquer qu'elle était en panne et qu'un groupe d'hommes lui avait proposé de réparer son scooter, se disant effrayé, selon le témoignage de cette sœur à la police. La sœur a voulu ensuite la rappeler, mais son téléphone était débranché. Selon la police, les restes carbonisés du corps de la jeune femme ont été découverts jeudi matin. Le corps avait été placé dans une couverture, puis arrosé d'essence avant d'être incendié. Selon des chiffres officiels, plus de 32 000 viols ont été déclarés en 2017. Mais les experts estiment le nombre réel plus supérieur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.